Nous avons un très bon proverbe chez nous, qui creuse une fosse pour autrui tombera lui-même. Les États-Unis, quoi qu'il arrive, agissent de manière très pragmatique. Ils ne s'oublient pas eux-mêmes. Nous continuons à fournir du combustible nucléaire aux États-Unis. Yado? Avec plaisir, oui. Vous riez, mais c'est la réalité. Bonjour. Vladimir, bonjour. Merci beaucoup. C'était très difficile de rester silencieux pendant qu'on discutait du commerce, car je représente X5. Ce sont les plus grandes chaînes d'alimentation du pays, Piasiurochka, Perikrestok et Chijik. Aujourd'hui, nous sommes l'un des plus grands employeurs. Nous employons plus de 430 000 personnes. C'est pourquoi la question de l'intégration des personnes en situation de handicap dans l'emploi est très importante pour nous. Nous sommes conscients depuis longtemps que la création d'un environnement inclusif, que ce soit à l'intérieur de nos magasins pour nos clients ou plus généralement dans toute notre infrastructure, ainsi que pour nos employés, est en fait notre mission. Et depuis 2016, nous nous engageons dans l'emploi inclusif sur différents métiers. Cela concerne aussi bien les vendeurs caissiers, les responsables de rayons que les directeurs de magasins. Bien sûr, cela inclut également le personnel de bureau, l'informatique dans une large mesure, et, naturellement, les postes de direction. Et nous constatons à quel point cela influence le développement de la culture d'entreprise en interne. Cela renforce l'engagement de tous les collègues, l'entraide et la solidarité. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important. Nous voyons concrètement les difficultés auxquelles sont confrontées aussi bien les entreprises que les candidats lors du recrutement et de l'intégration. Et même si nous comprenons aujourd'hui que nous faisons face à une grande pénurie de personnel, Vladimir Vladimirovitch, il s'agit là d'un immense vivier de talents pour tout le pays. Actuellement, nous comptons environ 11 000 personnes en situation de handicap, dont plus de 4 millions sont en âge de travailler et peuvent potentiellement être intégrés. Et, selon les estimations de l'Université d'État de Moscou, si nous parvenions à employer tout le monde, le PIB par habitant pourrait augmenter de 0,5 points de pourcentage. Mais à ce jour, seuls 27,5% d'entre eux sont employés. En réalité, dans la pratique, les entreprises supportent des coûts assez élevés. Pour l'embauche et l'adaptation, et pour les candidats eux-mêmes, il y a parfois une crainte de se socialiser. Il existe aussi un risque de perdre sa situation matérielle, car une partie des aides régionales cesse lorsqu'il trouve un emploi. Et l'État fait déjà beaucoup aujourd'hui pour encourager l'emploi inclusif. Et nous demandons de soutenir des mesures supplémentaires que nous constatons dans la pratique. Avant tout, nous demandons de soutenir la reconversion gratuite, l'accès à l'enseignement supérieur dans une profession actuellement recherchée, quel que soit le premier diplôme obtenu. Il existe actuellement le projet national Compétences qui propose également des formations et des reconversions et nous demandons d'y inclure des spécialités commerciales pertinentes. Deuxièmement, développer l'Institut des coordinateurs sociaux. Cela aidera les gens à choisir cette profession recherchée et à être accompagnés pendant les premiers mois de leur emploi. Cela leur apporte un confort supplémentaire. Nous demandons d'envisager la possibilité de maintenir le soutien matériel pour les personnes après leur embauche, en particulier pour celles qui ont des mérites particuliers envers la patrie. Et, encore une fois, afin qu'ils bénéficient d'un confort psychologique ainsi que de la possibilité et de l'envie de s'impliquer dans l'emploi. Et enfin, il s'agirait d'envisager la possibilité de réduire les cotisations d'assurance, uniquement sur le salaire des personnes handicapées employées. Nous ne parlons pas de l'entreprise dans son ensemble. Ce serait, au moins pour une première période, dans le cadre d'un projet pilote. Cela permettra aux entreprises de réduire leurs charges financières liées à l'embauche et à l'adaptation des personnes handicapées et d'accroître leur motivation à les employer. Je comprends qu'Anton Germanovitch dira que cela représente un manque à gagner. Mais si ce projet pilote s'avère concluant, alors il est possible qu'à la suite de sa mise en œuvre, nous constations une augmentation du nombre de personnes handicapées employées. Et, en valeur absolue, le montant des cotisations d'assurance pourrait être supérieur. Quant à nous, la société X5 et en principe les entreprises du secteur du commerce, nous sommes prêts à participer à toutes les expérimentations et à généraliser par la suite toutes ces pratiques. Merci beaucoup. Oui. Eh bien, vous avez raison, vous avez tout à fait raison concernant la réduction des cotisations au fonds d'assurance, car justement, les cotisations versées à ces fonds servent à résoudre des questions sociales, disons-le ainsi, même si, probablement, il serait possible de les maintenir pendant un certain temps. En ce qui concerne l'accès à l'éducation gratuite, que ce soit pour un premier ou un second diplôme, nous avons déjà discuté de cette question et il me semble même que nous avons déjà pris une décision à ce sujet.
Cela a été abordé à plusieurs reprises lors des réunions avec le gouvernement. Il en va de même pour les coordinateurs sociaux et le maintien de l'accompagnement social après l'embauche. Nous discutons régulièrement de toutes ces questions au sein du gouvernement. Tatiana Alexeyevna, où en est-on? Quelle est la situation à ce sujet? Vladimir Vladimirovitch, chers collègues, vous vous souvenez tout à fait justement que tout ce qui concerne l'éducation est prévu par l'article 79 de la loi sur l'éducation. Le droit à l'éducation existe bel et bien. La collègue a raison concernant la possibilité de reconversion. De plus, dans le cadre du nouveau projet national sur les ressources humaines, il est prévu de subventionner des emplois pour les citoyens en situation de handicap. S'il s'agit de participants à l'opération militaire spéciale, cela concerne en fait tous les groupes d'invalidité qu'ils peuvent avoir et des ressources financières appropriées sont prévues pour l'adaptation des postes de travail à hauteur de 200 000 roubles par poste. Nous sommes en train de mettre en œuvre cette procédure avec les régions. Et maintenant, en ce qui concerne la réduction des cotisations d'assurance, vous savez que ce type de réduction doit être compensé par le budget fédéral? La collègue a tout à fait raison, mais l'année dernière, une autre décision a été prise concernant la compensation. Aujourd'hui, ces dépenses sont à la charge du Fonds social. Et, à proprement parler, cela signifie que nous devons subventionner les tarifs réduits avec les mêmes dépenses sociales. Autrement dit, c'est en réalité une subvention cachée au commerce. Mais je pars d'un autre principe. Nous avons tout de même des entreprises socialement responsables. Il s'avère donc que, d'une certaine manière, les entreprises sont socialement responsables, mais si, par exemple, il faut embaucher des personnes en situation de handicap, alors l'État doit accorder certains avantages à ces entreprises dites socialement responsables. Je pense tout de même qu'en ce moment, nous avons pris un ensemble de mesures assez sérieuses. Et, à partir du 1er janvier 2025, nous avons lancé de nouvelles initiatives afin, d'une part, d'élargir les possibilités d'emploi pour les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, dans ce contexte, il n'est même plus nécessaire de prendre des mesures pour réduire, même temporairement, les cotisations d'assurance sociale. Parce que, je rappelle que, dans le système d'assurance sociale obligatoire, il existe tout de même une règle selon laquelle les droits à la retraite des citoyens sont constitués à partir des cotisations versées par les employeurs, y compris pour les personnes que nous souhaitons aider à trouver un emploi et qui, aujourd'hui, ont des limitations de santé. C'est pourquoi je ne partage pas aujourd'hui la proposition de mes collègues concernant la réduction des cotisations sociales, même à titre expérimental, parce que c'est une source de formation des droits à la retraite. Oui. Tout ce qui concerne la formation, la reconversion, je le répète, tout ce qui concerne la subvention des emplois et l'insertion professionnelle, toutes ces mesures sont prévues chez nous et nous les mettons en œuvre. C'est justement pour cela que j'ai commencé par là en disant que nous avions discuté à plusieurs reprises de ces questions avec le gouvernement et que des décisions avaient été prises. C'est juste qu'une question s'est posée. Peut-être qu'elles n'ont pas été pleinement mises en œuvre, mais néanmoins, elles le sont, y compris en ce qui concerne l'obtention d'un second diplôme. Mais en ce qui concerne, eux, donc, les dépenses liées aux fonds sociaux d'assurance, la question est très délicate. Bien que Tatiana Alexeyevna ait remis en question l'orientation sociale des entreprises russes, je pense tout de même que cela a été dit dans le cadre d'un débat politique. Nous voyons que nos entreprises, surtout ces dernières années, sont organisées de manière à la fois patriotique et sociale et répondent ainsi aux exigences de notre époque. Mais ici, bien sûr, nous ne pouvons pas permettre de déséquilibre car le budget lui aussi est orienté socialement. Nous devons, à partir du budget, y compris celui des fonds sociaux, résoudre les principales questions liées à la protection sociale des citoyens au sens large du terme. C'est pourquoi, mettons-nous d'accord sur ce point. Il faudra tout de même analyser ce qui peut être fait en plus de ce qui a déjà été réalisé concernant
l'emploi des personnes en situation de handicap. Tatiana Alexeyevna le sait bien, nous en avons déjà parlé, peut-être une centaine de fois, voire plus. L'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est un point clé pour garantir une vie normale à ces personnes, à nos concitoyens. Parce que lorsqu'une personne travaille, cela change radicalement sa vie. C'est une évidence. C'est l'une des questions les plus importantes que nous devons résoudre. Analysons donc, sous cet angle, les questions qui viennent d'être soulevées par notre collègue dans la salle. Merci. Peut-être, justement en écho aux propos de Tatiana Alexeyevna, nous avons la Sergueï Golesnikov qui va prendre la parole dans le sens inverse, tandis que Tatiana Alexeyevna souhaite attirer brièvement l'attention sur les cotisations insuffisamment versées, pas les auto-entrepreneurs et les représentants, des entrepreneurs individuels. Bonjour, Monsieur Vladimir Vladimirovitch, chers collègues. Je voudrais aborder la question de la concurrence entre les entreprises pour attirer des talents dont la pénurie se fait sentir et les experts estiment que le déficit de main-d'œuvre en Russie se situe entre 2 et 4 millions de personnes. Comme vous le savez, depuis novembre 2018, la loi sur les auto-entrepreneurs est en vigueur. Et cette loi a permis à des millions de citoyens de sortir de l'ombre et de payer des impôts. Et l'État a ainsi perçu des milliards de roubles, de recettes fiscales. De plus, les citoyens russes, en particulier, sans doute, chaque habitant des grandes villes, ont commencé à bénéficier de services de qualité sur et bon marché, notamment grâce aux chauffeurs auto-entrepreneurs, via Yandex, Taxi. Tout cela montre que l'exemple est réussi. Mais il y a tout de même une ombre au tableau. Les entreprises ont commencé à recourir au travail des auto-entrepreneurs au lieu du salariat, car il existe un arbitrage fiscal. Le travail salarié coûte 43% à l'entreprise. Cela comprend 30% de cotisations sociales et 13% d'impôts sur le revenu. Alors que le recours aux auto-entrepreneurs ne coûte aux entreprises que 6%. Et les auto-entrepreneurs, d'ailleurs, Vladimir Vladimirovitch, ne paient ni cotisations sociales, ni impôts sur le revenu. Et donc, quand je vois un jeune chauffeur et un vétéran de l'opération militaire spéciale, bien sûr, mon cœur penche du côté de Katerina. Parce que je vois ces situations, il est évident que, pour une raison ou une autre, une catégorie ne paie pas alors que l'autre paie. Et dans ce sens, il existe aussi une concurrence pour les ressources humaines. Il est évident qu'une entreprise qui paie 43% et une autre qui paie 6% ne sont pas en concurrence équitable. C'est pourquoi je demande de renforcer la prévention et le contrôle à l'égard des entreprises qui utilisent des contrats civils et font appel à ce type de main-d'œuvre au lieu de salariés, entrepreneurs individuels. Merci beaucoup. Oui, vous savez, lorsque nous avons pris la décision concernant les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels, il y a eu énormément de débats. Est-ce que cela va vraiment fonctionner? Allons-nous réussir à atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, à savoir, en quelque sorte, légaliser ce secteur? MMM, est-ce que les gens vont s'enregistrer? Auront-ils confiance dans les mesures que l'État prend? Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Voilà. Auront-ils confiance dans les mesures prises par l'État? Dans l'ensemble, tout se passe bien, n'est-ce pas? Mais bien sûr, les coûts dont vous avez parlé, oui, ils étaient sans doute inévitables aussi. Je demanderai à Reshetnikov, le ministre du Développement économique, qui a naturellement pris une part active à ce travail, c'est leur domaine de compétence. S'il vous plaît, commentez, Maxime Gennadievich. Vladimir Vladimirovitch, c'est complexe. Nous avons commencé par la légalisation des auto-entrepreneurs. C'est un progrès important. Nous avons beaucoup accompli. Mais que se passe-t-il actuellement chez nous? Nous avons des niveaux de charges fiscales très différents selon la façon dont on rémunère le travail. Selon, disons, différents schémas aux régimes fiscaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, lorsque le travail est acheté en tant que tel, dans le cadre d'une relation de travail, on paie l'impôt sur le revenu des personnes physiques puis les cotisations sociales. Quand, par exemple, le travail est acheté via des auto-entrepreneurs, donc sous le statut d'auto-entrepreneur ou sous une forme civile, le taux varie de 4 à 6%. En même temps, il est aussi possible d'acheter du travail auprès d'entrepreneurs individuels. Nous avons un nombre assez important d'entrepreneurs individuels, sans salariés. En fait, ce sont, au fond, les mêmes relations de droit civil qu'il est parfois très difficile de distinguer des relations de travail. Et là, il peut même n'y avoir qu'1%. C'est pourquoi, ici, avec le ministère des Finances et l'administration fiscale, nous menons aussi des discussions et nous partageons l'avis qu'il nous faut tout de même, d'une manière ou d'une autre,
normaliser ce système, au moins pour que, lorsque les personnes morales achètent du travail, sous différentes formes, il y ait, disons, moins de ces diverses distorsions, parce que lorsque nous avons introduit le statut d'auto-entrepreneur, c'était tout de même dans le cadre de relations entre particuliers. Mais quand les personnes morales commencent à embaucher massivement des auto-entrepreneurs, il y a là de nombreux signes de transformation des relations de travail. Qu'avons-nous fait maintenant? Nous avons maintenant, avec Rostrud et le ministère du Travail, approuvé des critères pour les contrôles fiscaux, ou plutôt pour les contrôles menés par Rostrud afin d'identifier les entreprises qui, en réalité, achètent du travail, du vrai travail, mais sous couvert de ces régimes fiscaux. Actuellement, ces contrôles sont menés à titre expérimental et nous en avons discuté avec les entreprises. Nous verrons les résultats à l'issue du premier trimestre. Mais il faut tout de même que nous allions vers une unification des régimes fiscaux et, très probablement, trouver un moyen de décourager prudemment les personnes morales qui, en réalité, achètent du travail, sous couvert de ces différents régimes fiscaux. Pourquoi est-ce que je pense qu'il faut le faire maintenant? Parce que notre économie manque de main-d'œuvre. Et, bien sûr, ce facteur de manipulation, disons-le ainsi, et d'optimisation en utilisant différents régimes fiscaux. Pour réduire la fiscalité sur le travail, c'est, d'un côté, ce qui cause beaucoup de problèmes à Tatiana Alexeyevna, car tout simplement, une part assez importante des cotisations sociales n'est pas versée. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui freine réellement la croissance de la productivité du travail dans l'économie. Parce que si l'on peut utiliser la main-d'œuvre de manière inefficace, simplement en ne payant pas les impôts, ce n'est pas correct, cela réduit l'efficacité globale de notre économie. C'est pourquoi nous comprenons à quel point ce sujet est sensible. Nous allons discuter des options avec les entreprises, mais nous pensons que le moment de résoudre ces questions approche doucement et devient mûr. Nous proposerons des solutions. Très bien. C'est la bonne chose à faire. Il ne faut surtout pas prendre de mesures qui pousseraient, à nouveau, les auto-entrepreneurs dans l'ombre. Il faut être très prudent ici. Anton Olegovitch, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, Monsieur le Président. En effet, nous avons élaboré aujourd'hui 11 critères qui indiquent qu'il peut y avoir un cas de substitution de relations de travail par le régime fiscal des auto-entrepreneurs. En collaboration avec le Service fédéral des impôts, nous avons analysé aujourd'hui, sur la base des informations dont dispose le FMS, la situation de ces entreprises. Nous disposons déjà aujourd'hui d'une liste précise d'entreprises qui sont actuellement analysées dans le cadre du régime pilote. Nous menons également des consultations conjointes avec le parquet général et l'inspection fédérale du travail. En conséquence, nous constatons déjà maintenant qu'au vu des consultations que nous menons avec certaines entreprises, nos collègues attirent l'attention sur, disons, la pertinence de passer à des relations de travail traditionnelles, c'est-à-dire à la légalisation, et à la transition vers la norme de paiement de l'intégralité des cotisations fiscales à hauteur de 43%. C'est pourquoi nous avons commencé ce travail et j'espère qu'il nous permettra justement, dans ce cas précis, de corriger un peu ces déséquilibres qui existent aujourd'hui dans le système de fiscalité des relations de travail et de former une compréhension correcte aussi bien des côtés des entreprises que des autorités en ce qui concerne la régulation de ce domaine. Très bien, mais s'il vous plaît, faites attention à la remarque que j'ai faite. Ces mesures ne doivent en aucun cas pousser qui que ce soit, disons, vers l'économie souterraine. Faites-le simplement avec précaution. D'accord. Chers collègues, j'ai dit qu'ici, sur l'écran de notre salle de situation, certaines régions sont attrichées, il y a même des images, c'est pourquoi je les ai nommées. S'il y a des questions, des suggestions ou des idées, Sébastopol, je vous en prie. Bonjour, chers collègues. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, un grand merci de m'avoir donné la parole. Eh bien, aujourd'hui, en fait, déjà, lorsque nous nous préparions à ce forum, nous préparions des questions et aujourd'hui, 2 des questions que nous avions préparées ont déjà été posées. La première question concerne la possibilité donnée à nos viticulteurs, entre autres, vous savez que la ville de Sébastopol est une ville héros, mais c'est aussi une ville balnéaire et une ville qui s'investit très sérieusement dans la viticulture. Dans notre terroir, celui de Sébastopol, il y a environ 43 entrepreneurs qui se consacrent à la viticulture. Et nous, pas tous bien sûr, mais beaucoup d'entre eux, rêvent depuis longtemps de créer des lieux spécifiques où ils pourraient accueillir leurs invités, raconter comment ils ont parcouru le chemin depuis la plantation, de la vigne jusqu'à l'obtention du produit fini. Ainsi,
donner la possibilité aux gens de goûter leurs produits. Disons, permettre aux visiteurs de rester, comme l'a dit un collègue ce matin, d'accueillir l'aube et de profiter du matin en Crimée. Voilà pourquoi nous avons eu une réponse à cette question. Un grand merci à Delovaya Rossia, au gouvernement, et à vous, Vladimir Vladimirovitch, d'avoir soulevé ces questions. En ce qui concerne l'hospitalité, la ville de Sébastopol possède également de nombreux monuments du patrimoine culturel que l'on aimerait voir, et bien, dans un état attrayant. Les entrepreneurs de la ville souhaiteraient investir dans ces bâtiments et ces structures. Là aussi, nous avons déjà entendu la réponse à cette question. Voilà, donc encore une fois, je tiens à remercier sincèrement pour cette opportunité de dire que ces questions concernent aussi notre ville héros. Merci beaucoup. Donetsk, s'il vous plaît. Bonjour, cher Vladimir Vladimirovitch. Le développement de la Novorossia et l'amélioration de la connectivité économique avec d'autres régions de la Fédération de Russie sont impossibles sans un développement global des infrastructures de transport et de logistique. Après la dissolution de l'Union soviétique, les autorités précédentes ont investi très peu dans cette infrastructure. Il faut restaurer la Novorossia en assurant la logistique des matériaux nécessaires, des produits industriels et agricoles, ainsi que des biens de consommation par le rail. Pour cela, il est nécessaire de construire des centres de transport et de logistique modernes. Il y a ici deux problèmes. Premièrement, le statut juridique des terrains en Novorossia n'est souvent pas régularisé. On ne sait pas clairement qui possédait la terre avant 2014, car la RPD n'a pas accès au registre immobilier national ukrainien. Il est nécessaire de minimiser le risque d'insécurité juridique et de protéger les intérêts des investisseurs face à d'éventuelles revendications de la part de personnes disposant de documents de propriété ukrainiens. Deuxièmement, la modification du type d'utilisation autorisée d'un terrain nécessite un travail de longue haleine. Pour l'adapter à la finalité de la construction du centre logistique, et pour la construction d'objets prioritaires, il faut une procédure accélérée d'attribution de l'usage autorisé, correspondant au terrain concerné. Nous vous prions d'examiner cette possibilité. Cela accélérera considérablement la reconstruction et le développement de toute la Novorossia. Merci beaucoup. Oui, merci. Nous avons discuté de cette question à plusieurs reprises avec Marat Shakirzianovitch, et effectivement, ce sont des questions très délicates, mais elles nécessitent d'être résolues. Je suis d'accord, car cela freine le développement. Marat, pourrais-tu ajouter quelque chose à ce sujet? Oui, Vladimir Vladimirovitch, en effet, nous procédons actuellement à un inventaire complet des terrains. Nous avons accompli l'essentiel du travail dans ce domaine, d'ici la fin de l'année. Nous avons donc mis en place un mécanisme supplémentaire pour accélérer l'enregistrement des biens immobiliers, et donc des terrains. Nous examinons cette question chaque semaine lors du groupe de travail. Donc, si notre collègue souhaite vraiment construire, nous l'invitons et nous l'accompagnerons, personnellement, de manière individualisée. De plus, nous avons adopté une décision et une loi sur la zone économique libre, ce qui offre des avantages supplémentaires. Et aujourd'hui, plus de 300 participants se sont déjà inscrits dans cette zone économique libre. Et justement, en profitant de l'occasion, Vladimir Vladimirovitch, étant donné que toute la communauté d'affaires est ici présente, j'invite vraiment tous les collègues à investir en Novorossia. Là-bas, les opportunités de croissance sont excellentes. Il n'y a rien à craindre là-bas. Il y a 2 ou 3 ans, il n'y avait pas beaucoup de volontaires, mais maintenant, ils sont de plus en plus nombreux. Et toutes les questions foncières et juridiques, Vladimir Vladimirovitch, nous les réglerons d'ici la fin de l'année, avec tous les actes normatifs nécessaires. Merci. Très bien. Marat Shakirzianovitch vient de dire qu'il invite tout le monde à investir. Oui, en effet, il y a de quoi investir là-bas. Les terres y sont très fertiles pour l'agriculture et la région est également propice au développement du tourisme, la région de la mer d'Azov, etc. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants, notamment le maintien d'un taux préférentiel pour les prêts immobiliers et ainsi de suite. Il y a donc du travail à faire ici. Autrement dit, les conditions sont vraiment attractives. Marat Shakirzianovitch, s'il vous plaît, aidez donc notre collègue qui a posé la question. Vous avez vous-même proposé de traiter cela au cas par cas, mais il serait souhaitable d'élaborer des critères généraux communs liés à l'utilisation des terres, à leur statut, tout, en comprenant que ce n'est pas facile à faire. Mais, tout de même, nous avons vraiment abordé ce sujet à de nombreuses reprises ensemble. Vous m'en avez fait rapport à plusieurs reprises. Je ne vais pas maintenant entrer dans les détails concernant les documents manquants ou d'autres choses du genre.
Mais il faut élaborer une procédure générale, commune, et il faut la simplifier au maximum. Indépendamment de ce qui s'est passé auparavant. Il faut partir de la situation actuelle et de ce qui intéresse le pays ainsi que les régions dont nous parlons en ce moment. Alors, je demanderai aussi à Maxime Stanislavovitch de bien le noter dans la consigne, pour que rien ne soit oublié ou laissé en suspens. Il y a beaucoup de tâches courantes, mais sur ce point, nous devons non seulement nous en occuper, mais aussi prendre une décision définitive. Donc, il est temps pour nous de conclure progressivement notre événement. J'espère qu'il a été intéressant pour tous ceux qui y ont participé. Je pense avant tout, bien sûr, aux représentants du monde des affaires. Les collègues du gouvernement ont exprimé leur point de vue, ont répondu aux questions que vous avez soulevées. Et ce sont, justement, ces sujets qui vous préoccupent. Et j'espère vraiment que notre événement d'aujourd'hui sera également bénéfique pour le développement des entreprises et que notre future collaboration aura un impact significatif sur le maintien de la croissance économique et sur sa qualité. Nous parlons d'un atterrissage en douceur, modéré, afin d'assurer le développement, comme je l'ai dit au début de notre événement, dans le respect strict des indicateurs macroéconomiques qui, il faut le rappeler, constituent véritablement la base du développement. Sans ramener les processus inflationnistes à l'état requis, aux indicateurs cibles, il vous est également très difficile de travailler de manière efficace, car cela ne permet pas d'élaborer des plans pour des investissements à long terme et complique considérablement le travail lui-même. Nous avons réussi. Beaucoup de choses, vraiment beaucoup, sinon nous n'aurions pas eu une croissance de 4,1% l'avant-dernière année et de 4,3% cette année. Nous comprenons tous, enfin, pour la plupart, disons-le ainsi, nous savons d'où vient cette croissance. Ce n'est pas seulement le complexe militaro-industriel. Tout le monde en parle. Oui, le complexe militaro-industriel contribue au développement et à la croissance de l'économie. Mais pas seulement l'IPC, l'APC, pas seulement l'industrie de la défense, mais tout ce dont nous venons de parler ici. Ce n'est pas de l'industrie de la défense, tout ça. La viticulture, quel rapport avec le complexe militaro-industriel, n'est-ce pas? À propos, votre secteur, l'hôtellerie, n'est-ce pas? Les hautes technologies, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout cela représente une énorme contribution au développement de l'économie, et nous devons prendre des décisions exclusivement pragmatiques. Je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois. Nous avons affiché de bons taux de croissance ces dernières années. Ah, et qu'est-il arrivé à ceux qui ont essayé de nous gêner et qui se sont fait du mal dans le but de, eh bien, nous gêner? Nous avons un très bon proverbe chez nous, qui creuse une fosse pour autrui y tombera lui-même. Les États-Unis, quoi qu'il arrive, agissent de manière très pragmatique. Ils ne s'oublient pas eux-mêmes. Nous continuons à fournir du combustible nucléaire aux États-Unis. Yado? Avec plaisir, oui. Vous riez, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que c'est avantageux. Et ils ont raison, c'est bien joué de leur part. Leur économie connaît une croissance significative, assez respectable. Pour eux. Ce n'est pas 4,3%, mais c'est tout de même très correct, alors que les principales économies européennes sont pratiquement tombées en récession. Voilà le résultat. Et nous devons aussi agir de manière très pragmatique à chaque étape, à chaque pas. Et il faut le faire ensemble. Les entreprises, ici, l'administration, les collectifs de travailleurs, comme je l'ai dit. Écoutez-les, s'il vous plaît, écoutez les gens. C'est toujours utile. Et bien sûr, le gouvernement, la Banque centrale. Dans l'ensemble, c'est ainsi que notre travail est organisé. À la fin de l'année dernière, nous avons tenu une nouvelle réunion de ce type, avec les entreprises. Les collègues y ont directement indiqué les points sur lesquels ils demandent d'attirer l'attention. Et le gouvernement, dans l'ensemble, suit cette voie, suit ce chemin. Il faut un retour d'information. Dans ce cas, l'événement d'aujourd'hui, c'est justement ce retour d'information que nous essayons d'obtenir afin d'atteindre un résultat commun pour le bien de la Russie. Un grand merci à vous. Je vous souhaite beaucoup de succès.